un an après sa sortie, que retenir du succès de Barbie? Alors pas mal de choses, et je préviens tout de suite, il n'est pas question ici de relancer le débat sur les qualités ou les défauts du film parce que je préfère encore me brûler les yeux à l'acide que de lire des commentaires teubés. Si je fais cette vidéo, c'est que le box-office record du film de Greta Gerwig a bien fait date, et confirme au passage quelque chose d'important dans les coulisses d'Hollywood qui s'imposait déjà depuis quelques années, à savoir la place accrue des actrices les plus populaires en tant que productrices. Ça peut sembler évident, mais vous allez voir que ça ne l'est pas. À Hollywood, et même ailleurs, il est assez courant de voir des stars être créditées producteurs ou productrices dans le générique d'un film. Mais disons que le degré d'implication est assez variable. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de m'attarder sur un mouvement qui a pris de plus en plus d'ampleur ces dernières années, à savoir la création de maisons de production par des acteurs. Alors en soi, ça n'a rien de nouveau et ça existe depuis très longtemps, mais il y a clairement un effet boule de neige récent du côté des femmes, et Margot Robbie en est peut-être aujourd'hui la représentante la plus importante. Mais pourquoi? Eh bien, retraçons tout ça. En 2014, Margot Robbie fonde Lucky Chap Productions, une société qui a pour but de développer et d'aider au financement d'œuvres qui mettent en valeur des points de vue et des personnages féminins. La date est intéressante, puisqu'en 2014, Margot Robbie est en pleine ascension hollywoodienne après sa performance remarquée dans Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese. Pour rappel, avant ça, l'actrice d'origine australienne a émergé dans le soap opéra local très populaire Neighbours avant de partir pour les États-Unis. Au moment où elle fonde Lucky Chap, elle n'a pas encore le poids d'une grande star intouchable à la Tom Cruise, mais elle le fait quand même parce qu'elle se sait à un tournant de sa carrière qui dépend intégralement des choix de rôle qu'elle va faire. Et voilà ce qu'elle disait au magazine Bazar à propos des propositions qu'on lui faisait à l'époque. Quand j'essayais de me faire un nom en tant qu'actrice, les rôles créatifs pour les femmes étaient limités. Je n'avais pas envie de choisir un scénario dans lequel j'étais la femme ou la petite amie, juste le catalyseur d'une histoire masculine. Ça manquait tellement d'inspiration. Résultat, autant faire les choses soi-même, même si Margot Robbie a dû, comme beaucoup d'actrices, faire dans un premier temps des concessions pour gonfler sa carrière avec des rôles pas vraiment très inspirants justement, entre le premier Suicide Squad, qui l'objectifiait à balle, ou le nullissime La Légende de Tarzan où elle jouait une très belle plante verte. J'avoue même que je l'avais oublié avant de checker sa page Wikipédia. Il faut d'ailleurs attendre 2017 pour que Lucky Chap se lance dans sa première production maison, Moi, Tonya, drame inspiré d'une histoire vraie chelou où Robbie s'enlaidit, et là c'est le carton plein, avec une pelletée de récompenses et une nomination de la meilleure actrice aux Oscars pour Margot Robbie. Alors comme n'importe quelle boîte de production, Lucky Chap a enchaîné entre les beats foireux comme Terminal, qui est pour le coup une sacrée daube, et les prises de risques excitantes comme Promising Young Woman d'Emerald Fennell. C'est peut-être d'ailleurs le film qui synthétise le mieux la démarche de Margot Robbie. On est sur le film d'une réalisatrice, autour de thématiques très féministes, et l'originalité de l'approche tenait tellement à cœur à l'actrice qu'elle l'a quand même produit après avoir cédé le rôle principal à Carey Mulligan. Margot Robbie s'impose et impose des visions de femmes autant sur Birds of Prey que sur Barbie, où c'est elle qui est allée chercher Greta Gerwig. Et avec 1,4 milliard de dollars de recettes mondiales, on peut dire que le pari a été payant pour Lucky Chap, qui devrait laisser le champ libre à Margot Robbie sur le plan créatif pendant un bon moment. Alors bien sûr, avant que ça râle en commentaire, je précise que Margot Robbie n'a pas réinventé la roue, et que les femmes productrices n'ont pas soudainement émergé avec les années 2010. Je pourrais citer de manière pas du tout exhaustive, alors Drew Barrymore déjà, qui produit tout ce dans quoi elle apparaît depuis 1995 avec Flower Films, y compris son show télé mielleux qui perso me cringe beaucoup dès que je vois passer ça sur mes réseaux sociaux. Il y a aussi Charlize Theron qui a lancé Denver and Delilah Productions en 2003, ou encore la championne toute catégorie Reese Witherspoon. Et oui, grâce à sa société Hello Sunshine, elle s'est imposée comme le modèle que veut suivre Margot Robbie et toutes les autres actrices, puisque dès 2012, elle s'est jetée sur des scénarios ou des droits d'adaptation avec des personnages féminins forts. Et dès 2014, elle a enchaîné 2 grands coups avec Wild, dans lequel elle tenait le rôle principal qui lui a valu pas mal de nominations, mais surtout avec Gone Girl de David Fincher, et oui, c'était elle qui avait chopé les droits du roman à la base. Depuis, que ce soit avec Big Little Lies ou The Morning Show, Reese Witherspoon s'est assuré plein de rôles intéressants dans un Hollywood rarement clément avec les actrices qui approchent de la cinquantaine. Et mine de rien, grâce à tous les projets qu'elle chapeaute, elle est, selon Forbes, l'actrice la plus riche au monde. Rien que ça. Maintenant que j'ai dit ça, il me semble néanmoins évident que le film Barbie porte en lui un héritage, et qu'il va représenter un pivot, une date charnière dans le domaine qui confirme que tout ça n'est pas qu'une mode passagère. En fait, si je fais cette vidéo maintenant, c'est parce que dans son sillage, j'ai eu l'impression de croiser de plus en plus d'exemples,
dont 2 en 2024 qui me paraissent assez révélateurs des différentes problématiques que ça entoure. Le premier cas, il est tout récent puisque c'est celui de Scarlett Johansson, qui vient de sortir To the Moon, le premier film qu'elle a produit avec sa société This Pictures. Alors To the Moon, j'en profite d'ailleurs pour le dire, mais c'est très sympa et ça dépasse sa vibe rétro joliment désuète pour offrir une vraie comédie romantique sur nos fantasmes et théories du complot autour de la conquête spatiale. Et vous pouvez cliquer par là pour retrouver sur le site d'Écran Large ma critique de To the Moon. Le rôle principal, celui d'une directrice de com censée booster la NASA auprès des politiques et du grand public, va comme un gant à l'actrice, qui a surtout porté le projet parce qu'elle était tombée amoureuse du traitement de ce personnage justement et du scénario de la jeune Rose Gilroy. Bon, malheureusement, il semblerait que le film est bien parti pour se lourder au box-office, malgré son association avec Apple TV et son budget assez conséquent, mais dans tous les cas, la simple existence du projet aujourd'hui veut dire quelque chose. Scarlett Johansson, c'est quand même à l'heure actuelle l'une des stars féminines hollywoodiennes qui a su trouver l'un des meilleurs équilibres possibles. D'un côté, une vraie aura qui met en valeur son talent dans le cinéma indépendant prestigieux, de Sofia Coppola à Noah Baumbach en passant par Under the Skin, son chef-d'œuvre absolu. Et de l'autre, entretenir sa marque du côté des blockbusters, notamment évidemment dans la machine Marvel, où elle a incarné Black Widow pendant plus de 10 ans maintenant. Cela dit, Johansson n'a jamais caché avoir été assez peu ravie par le traitement, disons, superficiel et changeant de Natasha Romanoff, et l'arrivée tardive, pour ne pas dire carrément en retard, de son film solo après la mort de son personnage. Ça veut dire que même pour une actrice aussi affirmée et imposée dans le giron hollywoodien, il y a le sentiment d'un manque dans l'originalité des rôles féminins proposés, ou dans leur traitement de fond. Et c'est pour ça qu'elle se lance sérieusement dans la prod, malgré la carrière bien fournie qu'elle a déjà derrière elle. Parce que comme la plupart des stars de son calibre, Johansson se fait de la thune avec d'autres activités, dont sa marque de produits cosmétiques qui n'a rien à envier aux boissons énergisantes de Dwayne Johnson ou aux jeans de Ryan Reynolds. Ce que je veux dire, c'est que si elle se met à la prod, c'est pas pour se faire du blé, étant donné que la prod, il n'y a rien de plus risqué. Et là, il y a deux choses très importantes à préciser. Déjà, Scarlett Johansson, c'est un cas un peu à part. Par rapport à la plupart de ses collègues Avengers, elle était déjà identifiée par les cinéphiles, et elle a su entretenir ça entre deux bastons en CGI. Mais c'est bien la seule en fait. Que vous preniez Chris Hemsworth ou Chris Evans, c'est difficile pour eux d'être perçus autrement qu'en tant que Thor et Captain America, et ça se ressent dans leur difficulté à attirer des spectateurs en salle sur d'autres films avec leur nom. Une pensée pour Hacker de Michael Mann, petit ange parti trop tôt. Et ça, la nouvelle génération d'acteurs émergents a bien senti le piège des franchises à succès, qui certes peuvent aider à faire décoller votre carrière, mais d'une part, vous n'avez aucun contrôle dessus, et il est possible que vous soyez réduit à un rôle pour le reste de votre vie. Et quand en plus les persos féminins ne sont pas les plus travaillés, on comprend pourquoi les jeunes actrices préfèrent développer elles-mêmes leurs projets avec leur boîte de prod, quitte à prendre plus de risques. Et ce sentiment d'indépendance, il est aussi logique dans un contexte post-MeToo, qui a beaucoup concerné le cinéma, notamment avec l'affaire Weinstein. Beaucoup de journalistes et d'analystes mettent cet élément en avant dans l'émergence rapide et conséquente des actrices productrices, et ça se comprend. Plutôt que d'être dépendante des desiderata des hommes, pour ne pas dire des fossiles les plus installés de l'industrie, le mieux est encore de se jeter dans le grand bain en prenant pleinement possession de ses projets de films et de séries, ce qui a l'air de particulièrement concerner les jeunes actrices du moment, qu'on pourrait grossièrement résumer comme venant de la Gen Z. Alors dans le domaine, je pourrais m'attarder sur Millie Bobby Brown, qui a profité du succès de Stranger Things pour devenir l'une des coqueluches de Netflix, que ce soit avec Enola Holmes ou plus récemment avec le carton La Demoiselle et le Dragon, qu'elle a produit sous sa bannière PCMA Productions, alors que je le rappelle, elle a à peine 20 ans. Mais l'exemple ultime, et le deuxième cas que j'avais vraiment envie d'explorer après Scarlett Johansson, c'est Sydney Sweeney, qui du haut de ses 26 ans est en train de devenir une productrice aussi maligne que féroce. Si vous ne connaissez pas la jeune star d'Euphoria et de The White Lotus, 2024 a pourtant été son année, puisqu'elle est apparue dans pas moins de 3 films pour le moment, qui répondent à leur manière à toutes les problématiques que j'évoquais plus tôt. Alors oui, il faut commencer par le sujet qui fâche. Elle a joué une des Spider-Woman du catastrophique Madame Web, film qui me vaut encore des terreurs nocturnes. Mais d'une part, il était clair dès le départ que ce rôle n'allait pas vampiriser le reste de sa carrière, et d'autre part, Sweeney a totalement assumé ce choix comme un move stratégique. En 2020, la jeune actrice a créé sa boîte de prod, 50-50 Productions, et cherchait à se rapprocher d'un gros studio pour distribuer ses projets. En acceptant Madame Web, Sweeney en a profité pour pitcher à Sony son premier exploit du côté de la production, la comédie romantique Tout sauf toi. I then took Anyone But You out once I put the whole package together and put the pitch together. I called up Sony and I said, hey, I have this movie. We're filming together. Let's build a relationship. That's how Anyone But You got made. And I would never have been able to do that without Madame Web. Là aussi, Tout sauf toi a répondu à un manque.
celui des comédies romantiques comme rendez-vous de cinéma, alors que ça fait pas mal d'années que le genre est limité au limbe des catalogues du streaming. Sydney Sweeney dit que c'est sa nostalgie pour les classiques du genre des années 2000 qui l'a poussé vers Tout sauf toi, mais je pense qu'elle est plus maligne que ça. Avec tout ce que je disais plus tôt, il est clair que le star system n'est plus aussi puissant qu'avant. Et il peut être compliqué, même pour les comédiens les plus reconnus, d'attirer en salle sur leur seul nom. Mais pour ça, encore faut-il se construire une aura et un glamour irréel typiquement hollywoodien, parce qu'on va pas se mentir, c'est aussi ça qui nous fait aimer l'évasion par le cinéma. La comédie romantique, ça a toujours été un outil parfait pour ça, et Sweeney l'a parfaitement compris. Perso, je trouve que Tout sauf toi est rempli de maladresse et de clichés mal réchauffés, mais ça marche, parce qu'on n'a Dieu que pour le charme de Sweeney et de son partenaire Glen Powell. Elle s'est donné les moyens de se mettre en valeur comme une star de cinéma, et on sait depuis que c'est elle qui est allée chercher Glen Powell et le réalisateur Will Gluck qui avait mis Emma Stone sur le devant de la scène avec Easy A. On pourrait même reprocher que tout soit aussi calculé, comme le fait qu'il y a cette chanson que les personnages lip-sync pendant le générique de fin pour en faire un phénomène TikTok, ce qui a marché d'ailleurs. Mais il est clair que Sweeney est très à l'écoute de l'image qu'elle veut renvoyer, ce qui nous amène à l'autre projet qu'elle a produit en 2024, le très cool Immaculée, dans lequel elle incarne une nonne qui se retrouve enceinte par le miracle du Saint-Esprit. Pour être honnête, j'ai beaucoup de sympathie pour Immaculée, et encore plus depuis que j'en connais les coulisses. A l'origine, Sydney Sweeney avait auditionné pour le film quand elle avait 16 ans. Mais le scénario est resté dans les tiroirs pendant près de 10 ans. C'est parce qu'elle était obsédée par ce script qu'elle l'a elle-même déterré, et au travers de 50-50, elle l'a fait réécrire pour adapter le personnage à son âge, et a proposé le film au réalisateur Michael Mohan, avec qui elle avait déjà travaillé par le passé. Et ça fait totalement sens. En tant que jeune première au physique de rêve, Sydney Sweeney choisit un film qui la transforme en Madone, en nouvelle version de la Vierge Marie, pour mieux interroger le poids du regard masculin sur son corps, qu'elle se réapproprie avec pas mal de violence au cours du film. Et c'est difficile de penser que cette vision presque méta aurait pu voir le jour sans cet acharnement de l'actrice en tant que productrice. Et c'est peut-être ça qu'il faudra retenir de l'héritage de Barbie. Par son succès, le film de Greta Gerwig est le porte-étendard de son temps, d'un timing particulier en réaction à MeToo, à l'état du star system et aux limites des franchises essorées d'Hollywood. Même si bien sûr au moment où j'écris cette vidéo, Scarlett Johansson vient d'accepter le nouveau Jurassic Park, donc n'oublions pas un peu de nuance. Mais il faut bien admettre que toute cette effervescence est franchement excitante, ne serait-ce que pour voir des trucs un peu nouveaux sur nos écrans de cinéma. Malheureusement, à écran large, on n'a pas encore de grosses boîtes de production, et en tant que média indépendant, toute aide est bonne à prendre. Déjà, je vous invite à liker, partager cette vidéo, mais sachez qu'on propose aussi sur le site d'Écran Large un abonnement qui vous donne accès contre quelques euros par mois à des articles exclusifs toutes les semaines. Ça comprend des éditos, des analyses de films, des bilans box-office et plein d'autres choses, et ça nous aide vraiment pour pouvoir continuer à vous offrir des vidéos d'analyse de ce type qui demandent forcément du temps et des recherches. Le lien est en description, et sur ce, je vous dis à bientôt sur Écran Large. Ciao! Stop.